Alors, s'il vous plaît. Alors, Dr. Belleville, on vous souhaite la bienvenue. Vous avez 10 minutes pour faire de votre présentation, suivi d'un échange avec les membres de la Commission. Pour les faits d'enregistrement, si vous pouvez nous donner votre nom, votre titre, et les prochaines 10 minutes, c'est à vous. Oui, alors, mon nom est Sylvie Belleville. Je suis directrice du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, qui est un centre de recherche reconnu par le FRQS, le Fonds de recherche Québec Santé. Je suis aussi professeure en psychologie à l'Université de Montréal. Je suis directrice du consortium québécois pour l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer, vice-présidente du Conseil consultatif des instituts du vieillissement, que Monsieur le ministre connaît bien, Institut du vieillissement des Instituts de recherche en santé du Canada. Alors, je vous remercie de m'accueillir ce soir. Alors, le Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal est assurément tout à fait favorable aux objectifs et aux principes qui sont présentés dans le livre blanc « L'autonomie pour tous ». On sait, et les études le montrent, on sait très bien que les personnes âgées souhaitent pour la plupart demeurer à la maison et qu'elles veulent demeurer à la maison le plus longtemps possible. Et évidemment, le fait de redonner à la personne en perte d'autonomie la maîtrise sur un certain nombre d'options quant à son choix de milieu de vie, c'est tout à fait louable et je dirais même c'est nécessaire et nous le supportons largement. Nous sommes aussi très favorables à l'approche individualisée que vous préconisez, donc l'utilisation des profils ISO-SMAF. Je pense que c'est intéressant, ça reflète bien la grande variabilité qu'on observe dans les profils d'autonomie, de fonctionnement des personnes âgées. Par ailleurs, je vais présenter aujourd'hui 3 éléments qui nous paraissent faire partie de ce qui est susceptible de favoriser la réussite. L'impact du programme, d'abord l'importance de tenir compte du bien-être global de la personne, mais aussi des troubles cognitifs et du proche aidant. Ensuite, l'adaptation de l'offre de services dans des établissements. Donc, qu'est-ce que sera l'impact pour les établissements? Et puis, en troisième lieu, toute la question de la prévention des besoins ou enfin des pertes d'autonomie chez la personne âgée. Alors d'abord, favoriser le bien-être global de la personne. J'étais là toute l'après-midi, alors j'étais très intéressée d'entendre la personne qui parlait des services de loisirs. Je trouvais ça très intéressant. Évidemment, l'assurance autonomie, elle centre actuellement sur les soins physiques, les soins de base, et c'est tout à fait raisonnable, c'est légitime, mais j'aimerais rappeler l'importance de tenir compte des autres besoins et de voir la personne dans sa globalité. Alors, tenir compte des besoins psychologiques, des besoins sociaux, des besoins cognitifs, c'est des éléments qui sont très importants pour les personnes âgées. Ça fait partie de leurs priorités, ça fait partie de leurs valeurs, même si pourtant elles souffrent souvent de solitude, d'isolement, de sous-stimulation, ce qu'on appellerait d'ennui. C'est très important d'en tenir compte et je vous rapporte très rapidement une étude de ma collègue Cara Tannenbaum qui a fait une étude auprès de plus de 1500 femmes canadiennes et ces femmes-là, quand on leur demandait c'est quoi leur priorité de santé, ce qu'elles disaient, c'était tous des éléments qui tiennent à la qualité de vie. Alors, ce qui est important, c'est la mémoire, c'est la mobilité, c'est les chutes. Donc, on voit que les priorités sont très différentes de ce qu'on pourrait avoir si on questionnait des jeunes. Il faut en tenir compte. Et dans cette étude-là, elle a aussi montré que près de 80% des personnes âgées mettaient comme hautement prioritaire le fait d'être vues dans leur globalité, comme un tout, comme une personne à part entière, malgré leur âge, malgré leur incapacité. C'est très important. Elles ne veulent pas être vues comme étant juste une maladie ou juste du physique. C'est important d'en tenir compte. Et c'est important donc de tenir compte de la stimulation cognitive, de la stimulation. Et puis, intéressant de mentionner que ce sont des éléments qui, souvent, vont faire partie du programme de soins dans les CHSLD. Alors, comment on va remplir ces besoins-là quand les femmes ou les hommes sont chez eux, comment on va faire en sorte qu'elles ne s'isolent pas, qu'on ne contribue pas à leur isolement, qu'on tient compte de leurs besoins de créativité, de stimulation cognitive, qualité des relations sociales. Et c'est pas juste le cas quand on est tout seul, c'est aussi le cas quand on est un duo aidant-aidé.
Parce que souvent, on a montré, les recherches ont montré que souvent le réseau social se rétrécit considérablement à partir du moment où, par exemple, quelqu'un a eu un diagnostic d'Alzheimer, même s'il y a un aidant à côté, tout à coup, les gens viennent plus nous visiter. Tout à coup, les gens ont peur quasiment d'être en interaction avec la DIAD. Donc, je pense qu'il va falloir penser à des nouvelles façons de faire. On en a parlé tout à l'heure, mais je trouve ça très intéressant d'évoquer la question de la solidarité intergénérationnelle. Mais la solidarité intergénérationnelle, je trouve ça intéressant aussi de l'aborder, pas juste pour évidemment, les étudiants pourraient contribuer, etc., mais pensez aussi aux jeunes retraités. La magie du vieillissement, c'est que vous allez avoir aussi tout un ensemble de personnes qui vont prendre leur retraite, qui vont être en santé et qui vont avoir envie de contribuer. Ces gens-là pourraient aussi avoir un impact intergénérationnel avec des gens qui sont en perte d'autonomie. Alors, je pense qu'on a là vraiment quelque chose qui pourrait être formidable sur le plan de l'innovation. Alors, maintenant, les troubles cognitifs, je voudrais en dire un mot rapidement. Le maintien à domicile d'une personne âgée avec une maladie neurodégénérative, c'est vraiment particulièrement difficile à cause des problèmes cognitifs, mais aussi à cause des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Donc, toute la question de l'apathie, l'agressivité, l'errance, les troubles du sommeil. Alors, c'est des symptômes souvent qui vont précipiter l'institutionnalisation. Comment on va en tenir compte dans ce programme-là? Comment on va équiper les équipes de soins? Comment on va les outiller? Évidemment, c'est très différent de s'occuper de quelqu'un qui a un problème d'autonomie à cause de déficience physique versus à cause de déficience cognitive versus quelqu'un qui refuse les soins, qui a peur, etc. Il va falloir les former, ces gens-là. Il va falloir aussi peut-être les former sur le plan des interventions de stimulation. Une équipe de Bordeaux, tout juste la semaine dernière, à notre colloque, a montré nous a rapporté qu'un programme de stimulation individualisé sur le plan cognitif pouvait retarder l'institutionnalisation de personnes Alzheimer de 6 mois. Alors, on peut concevoir assez facilement comment des programmes de stimulation de ce type-là, l'impact que ça peut avoir sur les proches, sur le système de santé. Et donc, je pense qu'il faut faire preuve d'imagination et d'innovation pour non seulement s'occuper des besoins physiques de base, mais aussi de promouvoir la cognition chez ces personnes en perte d'autonomie. Et évidemment, le soutien des proches aidants va être très, très important. C'est la clé de voûte de réussite de ce projet. Et ils vont être proches aidants plus longtemps. Donc, comment on va les supporter, pas juste quand ils sont épuisés, mais aussi au début de leur carrière de proche aidant pour les outiller comme il faut. Et je pense que ma collègue Francine Ducharme vous a soumis un très beau mémoire à cet égard. Maintenant, il faut aussi penser à la trajectoire du proche aidant, c'est-à-dire que si le proche aidant l'est plus longtemps, il va avoir été le pilier très, très longtemps de son proche. Et ce qu'on observe, nous, dans notre institution, c'est qu'il y a une forme de questionnement ou de redéfinition de rôle quand la personne est institutionnalisée, qui n'est pas nécessairement facile pour le proche aidant. Donc, il va falloir aussi aider les proches aidants quand leur proche est admis en CHSLD, comment ils se redéfinissent, comment ils s'intègrent dans l'équipe de soins, quelle sorte de complicité on va établir avec le proche aidant quand la personne va être institutionnalisée. Évidemment, il y aura un impact sur la clientèle admise en CHSLD. Elle va changer. On assiste déjà maintenant à l'augmentation du nombre de personnes avec des troubles cognitifs et des troubles du comportement. Ça va s'accroître très probablement. Va falloir former les gens à ce type de clientèle-là. La majorité des pratiques courantes va devoir être ajustée pour répondre à ces besoins. Alors, il faut tout de suite penser à des modes de formation, puis pas juste des modes de formation dans les milieux, dans les grands centres, par exemple. Il va falloir penser aussi aux régions. Vous parliez dans le livre blanc de la Gaspésie, qui est une des régions où il y a la plus grande croissance des personnes âgées. Il va falloir que ces gens-là aient aussi du service de qualité. Et nous, on pense qu'il y a des innovations intéressantes. Par exemple, au niveau de la téléformation, de la téléconsultation, on est déjà impliqué là-dedans. Une minute. Voilà. Alors,
pour terminer, il va falloir penser aussi à la prévention. Avant d'être maintenues à domicile, les personnes âgées vivent à domicile. Donc, il faudra absolument travailler en amont, réduire les conditions qui précipitent l'institutionnalisation. On les connaît déjà. Pour la plupart, on sait que le fardeau perçu par le proche aidant, l'incontinence, les chutes, les syndromes comportementaux de la démence, ce sont tous des facteurs qui précipitent l'institutionnalisation. Alors, il faudra adapter ou proposer des interventions qui vont prévenir ces conditions-là chez la personne âgée. Donc, pensons non seulement à la prise en charge, mais aussi à la prévention. Et on est en train de mettre en place un centre de promotion qui, nous l'espérons, va pouvoir être un atout vraiment formidable pour l'ensemble de la population du Québec en offrant aux personnes âgées des modes de prévention, d'autonomisation, de prise en charge de sa propre santé. Alors, pour conclure, vous nous avez proposé un projet plein d'espoir. Moi, je pense qu'il y a une grande part d'espoir dans ce projet. Nous l'appuyons assurément. Nous croyons qu'il faut travailler ensemble. Je suis directrice d'un centre de recherche. Vous connaissez la recherche, évidemment. Et je pense qu'il faut aussi que la recherche soit arrimée à ce projet-là. Il faut que le financement de la recherche en soins et services de longue durée soit priorisé au niveau du FRQS. Donc, pour refléter cette vision que vous avez, il faut que vous invitiez les chercheurs à vous aider à répondre aux questions que vous avez. Il faut que vous les invitiez à faire plus de recherches dans le domaine des soins de longue durée des personnes en perte d'autonomie. Il faut que nous travaillions tous ensemble à solidifier les liens intergénérationnels, ramener la personne âgée au cœur de nos vies, au cœur de notre société, parce que il ne faut pas oublier que c'est la personne âgée qui porte notre histoire et qui porte notre mémoire. Merci. Merci pour votre présentation, Dr. Belleville. Merci pour les derniers mots. C'est très touchant. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Mme Belleville, de votre mémoire, même si on l'a reçu un petit peu tardivement. On était capable de le parcourir et ça nous apporte le débat à un autre niveau. Et je vais profiter de votre passage pour tirer le maximum de vos opinions concernant la recherche et nous amener un petit peu plus loin. Vous soulignez d'entrée de jeu l'individualisation de l'approche qu'on aura dans l'assurance autonomie avec les profils ISO-SMAF qui ont 14 profils comparativement aux autres pays qui ont implanté ce genre d'assurance à long terme. Il y a beaucoup plus de précision sur les profils. L'Allemagne a 3 niveaux. La France en a 6, le Japon et les Pays-Bas en ont 7 et ils ne distinguent pas les profils à composante cognitive des profils à composante physique. Alors, j'imagine que c'est, pour vous qui êtes dans le domaine des fonctions cognitives, un apport extrêmement intéressant. Intéressant. Je trouve qu'il va plus en profondeur ou en raffinement dans l'individualisation des profils. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, il y a les aspects moteurs qui sont pris en charge, les aspects liés aux activités domestiques, les aspects liés aux atteintes cognitives, mais aussi les profils tiennent compte des symptômes comportementaux de la démence et ils tiennent compte aussi du degré de sévérité. Donc, en ce sens-là, ils sont tout à fait intéressants. Je pense que c'est un élément assurément qui va peut-être nous rendre uniques au niveau international par rapport à l'évaluation des besoins des personnes âgées. Monsieur le ministre. Vous avez abordé évidemment toute la problématique des projets aidantes, parce que moi aussi j'utilise le féminin, c'est tellement un phénomène qui est surtout lié aux femmes. On a entendu Francine Ducharme, mais je ne voudrais pas prendre plus de temps, mais on a bien entendu son plaidoyer pour évaluer les besoins des projets aidantes et fournir des services. Alors, je n'insisterai pas là-dessus. Je voudrais en profiter pour vous demander vous parlez des troubles cognitifs à domicile. On a souvent tendance à penser que le domicile, c'est la petite maison individuelle, alors que le domicile, ça peut être des lieux de résidence collective. Il y a des expériences où des troubles cognitifs sont pris en charge dans de petits milieux comme ça. J'aimerais que vous nous apportiez votre éclairage sur l'importance de ces milieux à soutenir. Oui, oui. Dr. Belleville. Oui, je pense que c'est tout à fait important. Je pense que les problèmes cognitifs doivent être
pris en charge de façon tout à fait unique et adaptée à leurs caractéristiques. Les personnes qui ont des problèmes cognitifs, d'une part, qu'il faut souligner, c'est qu'elles sont très variables. Donc, on a tendance à penser qu'une personne qui a des problèmes cognitifs, ça ressemble, que toutes les personnes se ressemblent. On sait très bien que les profils peuvent être extrêmement variables. Certaines personnes vont être très apathiques, par exemple, et on va devoir avoir une approche très différente avec ce type de personne par rapport à quelqu'un qui a essentiellement des problèmes de langage ou qui a des problèmes de langage et des problèmes de motricité. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut vraiment, et là, je vous rejoins, individualiser l'approche. Donc, l'évaluation est très importante, individualiser l'approche, favoriser des approches qui sont dans des petits milieux, mais pour moi, un petit milieu, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un petit milieu avec des rues autour, mais c'est que la configuration physique du milieu où vivent ces personnes est adaptée aux particularités de ces personnes. Donc, c'est sûr qu'on peut être dans un CHSLD si la configuration de l'unité est adaptée au fait que la personne a des problèmes d'errance, par exemple, au fait que la personne a des problèmes de mémoire. Donc, les lieux sont organisés de telle façon qu'elle peut marcher et retrouver sa chambre facilement. Ben, ça m'apparaît tout à fait adapté, même si c'est dans un grand CHSLD, parce que son milieu physique va être adapté à son besoin. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à la façon dont on organise les lieux pour faire en sorte que ces personnes soient heureuses, bien, au mieux, en tout cas, peu importe là où elles habitent. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai l'habitude de dire mon chez-moi, c'est pas nécessairement là où j'ai élevé, le bungalow où j'ai élevé mes enfants. Ça peut être aussi un endroit plus restreint, plus petit, où j'ai mes repères plus facilement. Donc, la personne âgée peut changer de milieu. Mais, en général, la personne âgée n'a pas très envie de déménager plusieurs fois. Elle a envie de se reconnaître, elle a envie d'avoir ses objets, elle a envie d'avoir l'impression d'appeler ça chez soi. Monsieur le ministre. Il y a d'ailleurs des modèles résidentiels qui ont été développés au Québec. Le plus connu est sans doute la maison Carpe Diem, qui regroupe un petit nombre de personnes âgées dans un environnement qui ressemble plus à un milieu de vie et qui peut répondre aux besoins des gens avec des troubles cognitifs pour une longue période dans toute l'évolution de leur maladie si les services sont au rendez-vous. Tout à fait. Carpe Diem est assurément un modèle à l'international de ce type de lieu adapté à la personne avec troubles cognitifs. Oui, on avait les Cantous en France aussi, qui étaient ce genre de modèle, exactement. Et quel pourrait être, et vous le soulignez dans votre mémoire, mais moi, je voudrais vous entendre sur un petit peu de science-fiction à peine. Quelle pourrait être l'approche de la gérontechnologie, de la domotique, dans le maintien à domicile de personnes qui peuvent avoir des troubles cognitifs? C'est tout à fait intéressant. Oui, excusez-moi. Alors, la gérontechnologie, c'est l'utilisation de la technologie pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. C'est une approche qui est, je dirais, en explosion. Et pourquoi? Parce que les gens âgés veulent rester à domicile, parce qu'il y a plein de problèmes qui sont associés avec un domicile usuel quand on vieillit, puis qu'on a des pertes physiques, puis qu'on a des difficultés cognitives. Et les chercheurs, il y en a à Sherbrooke, il y en a à Montréal, il y en a à Trois-Rivières, s'intéressent à développer des technologies qui vont permettre soit de sécuriser le domicile. Donc, ça peut être, par exemple, des dispositifs très simples qui permettent d'assurer l'aidant, par exemple, que si le proche quitte le domicile, ben il est avisé, donc il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être aussi, par exemple, l'utilisation de petits de systèmes qui fait en sorte que quand on ouvre la lumière à côté sur sa table de chevet, tout le corridor qui se dirige vers la salle de bain s'illumine, ce qui fait que ça réduit les chutes. Ça paraît des choses comme ça qui sont très simples, mais pour une personne âgée, ça peut faire toute la différence entre je reste à la maison, je me sens à l'aise, je suis en sécurité versus il y a l'anxiété qui arrive, j'ai besoin de plus d'aide, j'appelle mon fils plus souvent ou ma fille plus souvent. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes
pour apporter de la sécurité autour de la personne âgée, puis des fois aussi pour faciliter sa vie. On peut aller dans des systèmes très sophistiqués, mais on peut aussi aller dans des systèmes très simples qu'on peut acheter à la quincaillerie du coin, puis qu'on adapte tout simplement aux besoins particuliers de la personne âgée. Et je dirais que le défi dans ce type de technologie, je pense que c'est vraiment très, très intéressant, le défi, c'est de s'assurer qu'on ne fait pas juste les remettre entre les mains des personnes âgées et de leurs proches, mais qu'on s'assure aussi que les personnes âgées et leurs proches qu'elles savent comment les utiliser, qu'elles ont appris à bien les utiliser, qu'elles les ont automatisées, qui fait qu'elles ne vont pas les abandonner après 3 semaines. Donc, je pense que ça, c'est aussi le défi qu'on doit avoir, nous, comme chercheurs. Donc, développer pas juste les technologies, mais aussi les programmes qui font en sorte qu'ils vont être bien utilisés, qu'ils vont être acceptés, que ça va être quelque chose qui va s'intégrer à la vie quotidienne de la personne et de sa famille. Monsieur le ministre. Un autre défi aussi, c'est de faire en sorte que ces innovations issues de la recherche puissent être transférées, donc produits, distribués, commercialisés, rendus disponibles aux personnes âgées. Et là, on a un écart à combler. J'aimerais vous entendre sur des stratégies qui devraient être mises en place pour favoriser ce transfert de connaissances vers de nouveaux produits et services. Dr. Belleville. Ben, c'est un élément extrêmement important. Et moi, comme directrice de recherche, ça a vraiment été un de mes objectifs de sensibiliser les chercheurs au transfert de connaissances, faire en sorte que leurs découvertes, finalement, servent aussi à la population. On a travaillé très fort, on forme les chercheurs dans le domaine du transfert de connaissances, parce que le chercheur, il est formé à chercher, il n'est pas formé à transférer ou pas. Enfin, il y a longtemps, il n'était pas très bien formé là-dedans. Alors, il faut un peu le convaincre de l'importance de ça. Il faut lui donner les outils. On a des sociétés de valorisation qui permettent de faire ça. Les chercheurs sont souvent un peu méfiants, mais il faut leur montrer qu'il n'y a pas à avoir peur. On a aussi maintenant, avec le web, beaucoup de possibilités de mettre à la disposition des cliniciens ou du grand public des découvertes, des intangibles parfois, des questionnaires, des choses comme ça. C'est un peu plus compliqué pour les technologies, mais je pense que ça habitue les chercheurs à apprivoiser la valorisation. Et moi, j'ai l'habitude de dire que tant que la recherche n'a pas eu un impact dans le grand public, elle n'est pas finie, la recherche. Et elle est tout à fait complétée quand elle a un impact dans le grand public. Alors, je pense qu'il faut aussi que les chercheurs apprennent ça. Ils le font de plus en plus, d'ailleurs. Monsieur le ministre. Vous mentionnez dans votre mémoire qu'il faut travailler pour réduire les conditions qui précipitent l'institutionnalisation et le besoin prématuré en soins de longue durée. J'aimerais ça que vous nous parliez de ces conditions. Est-ce que vous avez été capable d'en identifier et comment on peut travailler là-dessus? Oui. Dr. Belleville. Oui, tout à fait. La recherche a identifié un certain nombre de conditions qui précipitent l'institutionnalisation. Ce sont des conditions comme, par exemple, l'incontinence, la fracture de la hanche, le fardeau du proche aidant perçu, donc le fardeau perçu par le proche aidant, les troubles cognitifs, les troubles comportementaux et psychologiques de la démence. Donc, c'est pas nécessairement les éléments liés à la capacité en tant que telle de réaliser des tâches dans la vie de tous les jours. Donc, ce sont des éléments qui sont assez intéressants. Bon, je vous parlais tout à l'heure des symptômes comportementaux liés à la démence. Par exemple, l'apathie d'un patient avec une maladie d'Alzheimer, c'est un des symptômes qui va être le premier symptôme qui va précipiter l'institutionnalisation. Donc, c'est pas tellement que la personne n'est pas capable de se laver ou n'est pas capable d'aller s'habiller, mais elle est assise et elle n'initie pas les comportements. Et ça veut dire que le proche aidant doit constamment être derrière la personne et la motiver. C'est quelque chose qui est assez intangible en un sens, mais qui est extrêmement lourd pour la famille et le proche aidant. Donc ça, ce sont des conditions qui peuvent se prévenir avec des programmes de stimulation cognitive. On parlait de loisirs tout à l'heure. Alors, identifier, par exemple, le patient avec maladie d'Alzheimer qui se réveille la nuit,
qui a un changement dans son cycle éveil-sommeil, qui se réveille la nuit, qui erre, qui va se balader, qui ouvre toutes les lumières. C'est extrêmement difficile pour le proche aidant parce qu'il se réveille lui aussi, puis il devient fatigué, puis il n'en peut plus. Donc, on voit que ce sont des conditions qui sont quand même pas évidentes. Il faut outiller les gens pour prendre en charge puis réduire ce type de conditions. Ce sont des conditions qui précipitent l'institutionnalisation. Quand elles sont présentes, on a un petit drapeau rouge, puis on se dit « Oups, il y a un problème là ». Et il faut avoir des actions. Monsieur le ministre. Et encore là, on a un problème de transfert des connaissances. On écoutait la présentation précédente sur le loisir. Il serait important que ces stratégies-là puissent être intégrées dans les activités de loisirs. Je pense que c'est important d'effectuer ce transfert de connaissances-là. Je pense que la même chose pour les groupes de soutien aux proches aidants. On utilise encore des stratégies traditionnelles dont on sait qu'ils ne sont pas très efficaces, alors qu'on connaît des méthodes qui permettent de diminuer le stress des aidants, mais ils ne sont pas appliqués dans les programmes. Alors, je voudrais mentionner deux choses. Alors, d'une part, le Centre de promotion de la santé qu'on est en train de mettre en place a justement cet objectif-là. Ce qu'on veut faire, c'est prendre les résultats de la recherche et les rendre dans un format qui soit utilisable, accessible, et de préférence qu'il puisse être transféré à distance, donc des formations à distance. Donc, on veut vraiment outiller les gens dans le milieu avec ce que la recherche aura découvert, finalement. Par rapport au loisir, vous me faites vraiment plaisir, parce qu'avec des collègues de Toronto, de Montréal, de Sherbrooke, on est en train, justement, de mettre en place un travail de recherche dans le cadre du Consortium canadien sur la neurodégénérescence, où ce qu'on veut, c'est justement ça, c'est-à-dire on veut prendre les principes. Moi, je travaille sur l'intervention cognitive, le training cognitif, la plasticité cérébrale, etc. On connaît les facteurs qui vont promouvoir la plasticité cérébrale, mais ce sont des interventions qui sont quand même assez académiques. Ce qu'on veut faire, c'est les intégrer dans des activités de loisirs. Donc, on veut enrichir les activités de loisirs. Et quand j'entendais la dame parler tout à l'heure, j'ai pris son nom, c'est sûr que je l'appelle rendue à la maison. Donc, oui, vous avez tout à fait raison. Il faut que ces interventions qui sont parfois un peu académiques, un peu scientifiques, qu'elles s'intègrent dans des activités qui font du sens pour les personnes âgées, puis qui font du sens pour les personnes âgées de tous les milieux. Si on intègre ça dans des activités de loisirs, ça veut dire qu'on peut adapter les interventions à des gens qui vivent à Saint-Henri, à des gens qui vivent sur le plateau, à des personnes âgées qui vivent dans les communautés autochtones, parce que les principes vont être adaptables, si on veut, à la culture ou aux préférences des personnes. Donc, c'est le type de choses, oui, qu'il faut tout à fait faire, et on est en train de le faire. Monsieur le ministre. Vous soulignez que le financement de la recherche devrait refléter la vision ministérielle du Livre blanc. Alors, je suis sûr que vous appréciez l'une des priorités de la politique nationale de recherche et d'innovation qui a identifié le vieillissement comme étant une priorité. Et deuxièmement, les modifications de l'article 21 qui permettent de faire de la recherche en soins de longue durée, enfin, en permettant l'accès à la recherche par les inaptes majeurs. Alors, j'imagine que ces deux stratégies-là vous sont agréables. Je suis... Oui, tout à fait. Je suis vraiment ravie que la politique nationale pour la recherche et l'innovation ait identifié les changements démographiques et le vieillissement comme priorité. Je pense que c'est très important, c'est évident. Je pense que je vous félicite de cette initiative. Je pense aussi que les changements à l'article 21 sont vraiment essentiels pour moi. Essentiel. Et vous parliez tout à l'heure de transfert de connaissances. Une des façons de changer la pratique, c'est de faire de la recherche dans un milieu. Ça change la pratique. Parce que les chercheurs sont là, parce qu'ils mettent au défi les intervenants. Si on ne peut pas faire de la recherche dans un milieu,
c'est très difficile de sensibiliser les gens aux nouvelles pratiques. Donc, je pense que il faut vraiment faire de la recherche en soins de longue durée. Pour ça, il faut que les personnes adultes INAP puissent participer à la recherche, dans le respect, évidemment, de toutes les règles éthiques, mais il faut les amener à participer à la recherche. Monsieur le ministre. Dans votre mémoire de modèle novateur de solidarité intergénérationnelle. Alors là, j'aimerais vous piquer ma curiosité. Alors, j'aimerais que vous me donniez une idée de ce que vous entendez par ces innovations. Oui, je faisais référence à ces initiatives où des gens de générations différentes vont interagir autour de projets de loisirs, par exemple, où on en a entendu quelques exemples plus tôt aujourd'hui. Nous, on a des jeunes de l'École Notre-Dame qui viennent faire du bénévolat chez nous. C'est une initiative qui a été mise en place par le service de loisirs. C'est extrêmement couru. Les jeunes adorent ça, les personnes âgées adorent ça. Et je pense aussi que, comme je le mentionnais tout à l'heure, il faut aussi mettre à contribution les jeunes retraités, les jeunes personnes âgées qui sont presque d'une autre génération. Si on pense par exemple aux gens qui ont 90 ans, 85 ans et les gens qui ont 65 ans, c'est deux générations totalement différentes. Hein? Et ces gens-là, ils ont envie de participer, ils sont très actifs, sont en santé et ils ont envie de contribuer. Ça pourrait être aussi... Je nous invite tous ensemble à réfléchir à des modèles intergénérationnels novateurs. Monsieur le ministre. Ma dernière question, c'est... vous me faites plaisir aussi. On se fait plaisir cet après-midi. Parce que vous nous suggérez d'évaluer l'efficacité du modèle d'assurance autonomie qui va être mis en place au Québec pour avoir des données probantes sur ses impacts. J'aimerais que vous me donniez des suggestions quant à la façon dont on pourrait procéder à cette évaluation. Dr. Belleville. Oui, c'est une grande question. Moi, je pense qu'il faut, je vous invite à avoir une approche intersectorielle. Vous avez un scientifique en chef qui a proposé de promouvoir la recherche intersectorielle. Je vous invite à avoir une approche intersectorielle pour à la fois évaluer les aspects économiques, les aspects sociologiques, les aspects liés à la santé des personnes, les aspects liés à la psychologie des personnes, et aussi la dynamique au sein des familles. Donc, je pense que si vous... Et ça, ce serait novateur parce que, dans le fond, c'est une politique qui paraît une politique de santé, mais en ayant une approche intersectorielle de cette question-là, vous auriez peut-être des réponses assez intéressante à un ensemble de questions, parce que ça va sûrement avoir un impact bien au-delà de la santé des personnes. Ça va avoir un impact au niveau de la façon dont on voit les personnes âgées, ça va avoir un impact au niveau de l'organisation des familles, l'organisation des milieux. Il pourra y avoir un impact au niveau aussi de l'organisation des villes, etc. Donc, je pense que vous avez intérêt peut-être à appeler votre scientifique en chef à lui suggérer de faire une évaluation intersectorielle. Vous avez en tête un appel de proposition à la communauté scientifique pour une évaluation globale, intersectorielle de ça? C'est ça que vous avez en tête? Oui, c'est ce que j'ai en tête. Et vraiment intersectorielle. Donc, pas juste les éléments liés à la santé. Parce que ça va de soi. Mais les éléments, les impacts plus globaux sur l'ensemble des secteurs de la société québécoise. Moi, je pense que étant donné l'importance du vieillissement et puis l'impact que ça a à tous les niveaux, ce serait vraiment très intéressant. Également l'impact sur, par exemple, le travail des femmes, certains éléments sociétaux. Les aspects économiques, sociologiques, même au niveau de comment on perçoit la personne âgée, est-ce que ça modifie la perception de la personne âgée dans la société? Je pense que là, on aurait vraiment des choses. Je pense qu'il y aurait de quoi faire des travaux de recherche passionnants. Vous soulignez en terminant qu'il faudrait que
la recherche stimule aussi des nouveaux modèles encore mieux adaptés à des réalités complexes. Alors là, j'imagine que vous avez en tête un programme de subvention pour stimuler les chercheurs à proposer des nouveaux modèles pour les évaluer? Oui, je pense qu'on n'a pas atteint la perfection. Hein, et je pense qu'il y a, quand on est chercheur, on a toujours l'impression qu'il y a possibilité de faire mieux. Je vous parlais tout à l'heure de cette idée d'intégrer les loisirs, ou enfin de la stimulation cognitive dans les loisirs. C'est ce type de nouveaux modèles, mais nouveaux modèles aussi d'organisation des soins, d'organisation des milieux pour les personnes en perte d'autonomie. Je pense qu'il faut que parce que les chercheurs, je pense, ne se sont pas assez penchés sur cette question des services et soins de longue durée. Maintenant, pour le bloc de l'opposition officielle, M. le député de Jean Talon. Oui, merci, Monsieur le Président. Bienvenue. Je trouve que c'est une conversation très intéressante. Comment vous trouvez le développement de la gériatrie au Québec en général? Parce que je trouve, en tout cas, vous, l'Institut universitaire de Montréal, également à Sherbrooke, ici à Québec, on a le Centre du vieillissement. Pensez-vous qu'on est quand même dans ceux qui sont assez innovateurs au niveau mondial, au niveau canadien? Je pense qu'on a on prend une place très importante au niveau du Canada. Vous savez, au niveau des indicateurs d'impact de la qualité de la recherche en vieillissement, on est extrêmement bien positionné au niveau canadien. Donc, c'est ici que on est parmi on a les chercheurs les meilleurs et les plus performants au Canada. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est bien. Là où on a un défi, c'est d'intéresser les médecins à la gériatrie. On a un manque de gériatres au Québec. Dr Kergoat et ses collègues, Dr Moraes, travaillent très fort pour intéresser les médecins à la gériatrie, mais c'est pas encore une branche qui intéresse suffisamment de jeunes médecins. On y travaille, ça s'améliore. Mais je pense qu'il va falloir... Monsieur le député de Jean Talon. Merci, Monsieur le Président. Là-dessus, je peux vous donner un peu d'informations. Lorsque j'étais ministre, on travaillait sur les plans d'effectifs il y a à peu près 3 ans, puis on a décidé de faire une planification sur 5 ans. Et ce qu'on a fait comme constat, c'est qu'il y aurait trop de cardiologues, trop d'orthopédistes, trop de chirurgiens. Et à ce moment-là, les plans d'effectifs ont été revus. Et lorsqu'on a revu les plans d'effectifs, on s'est rendu compte que des régions, exemple, une région comme Laval, ils prévoyaient seulement que quelques spécialistes en gériatrie. Et il y a des régions où vous mettez un gériatre ou 2 gériatres. Donc, on a revu les plans d'effectifs et les plans d'effectifs sont maintenant en fonction d'avoir plus de gériatres. Donc, on crée des postes et à partir de là, maintenant, on a demandé aux universités de combler ces postes. Ça, c'est vrai en gériatrie, c'est vrai également en physiatrie, en rhumatologie. Donc, cette planification va faire que ça va devenir plus intéressant et les postes dans ces spécialités-là qui sont en surplus, qui étaient très populaires, sont en train de diminuer. Donc, je pense que le ministre doit continuer sur la même tendance, ou à peu près, où on va s'organiser pour avoir un équilibre. Et comme de fait, les plans d'effectifs doivent être ajustés en fonction des problématiques de notre société aujourd'hui. Juste pour vous donner un exemple, moi, je suis en bureau, puis je vois des gens qui ont beaucoup plus besoin de physiatres que d'orthopédistes. Souvent, l'orthopédiste même va finir par l'opérer, régler le problème, nous les retourner. Puis en physiatrie, c'est beaucoup plus les problèmes musculo-squelettiques. Et cette tendance-là doit être continuée au Québec. Oui, c'est tout à fait intéressant. Oui, merci. C'est tout à fait intéressant. Une préoccupation qu'on a, nous, c'est relié, c'est la formation des professionnels autres aussi. C'est-à-dire que ce qu'on a réalisé, ça c'est un travail qui a été fait par la table gériatrie du RUIS Université de Montréal, c'est que les professionnels, les gens qui vont s'occuper et qui vont travailler avec les personnes âgées dans les autres spécialités, travailleurs sociaux, psychologie, ont presque pas de formation en vieillissement. Donc, finalement, c'est des gens qui vont être amenés à travailler auprès des personnes âgées, mais qui, dans leur cursus universitaire, auront presque pas eu de formation en vieillissement. Donc, on travaille très fort actuellement pour faire en sorte que les personnes qui sont en charge des formations professionnelles soient sensibilisées à ce problème, puis qu'elles intègrent dans le cursus usuel de formation du contenu vieillissement. Pour moi, c'est extrêmement important. C'était Jean Talon. Merci, Monsieur le Président.
Tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, ce phénomène-là, on a commencé à le voir apparaître il y a quelques années. Vous parliez du scientifique en chef, c'est le Dr Rémi Quirion, et puis lui-même est un spécialiste au niveau du cerveau. Ça fait que je pense qu'il faisait la promotion, puis la maladie Alzheimer, en tout cas, est depuis plusieurs années une priorité au Québec. C'est dans nos 3 ou 4 sphères qu'on veut faire le plus de recherche. Fait que déjà, je pense que le Québec est bien positionné. En termes d'organisation de services, vous êtes à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Je pense que même dans votre secteur, à vous, il y a une transformation qui a été commencée il y a quelques années. Entre autres, la notion, j'avais visité votre établissement à quelques reprises où il y avait plusieurs personnes qui étaient en ressources intermédiaires, qui étaient l'équivalent de ressources intermédiaires, mais dans les lits de CHSLD. Je sais que vous êtes dans la recherche. À votre connaissance, est-ce que cette transformation-là a débuté? C'est-à-dire qu'on admet de plus en plus les gens profil CHSLD en CHSLD ou c'est pas votre domaine? Ça ne fait pas partie de mon domaine d'expertise. OK. Merci, Monsieur le député Richard Antelon. Merci, Monsieur le Président. On parlait également de technogériatrie. La société la plus vieille au monde, c'est le Japon. Le Japon comme caractéristique d'être une société fermée. En plus, le Japon ne veut pas accueillir beaucoup d'immigrants parce qu'ils veulent rester vraiment japonais. En passant, c'est une caractéristique de la société japonaise. Et ce qu'on voit, compte tenu qu'ils ont peu d'enfants, société vieillissante qui, en passant, des croissances de population assez importantes, ils vont perdre plusieurs millions de personnes au cours des prochaines années, ça implique qu'il y a plusieurs personnes aînées, âgées, et il y a peu de personnes jeunes. Et eux autres ont développé plusieurs technologies pour justement diminuer l'hospitalisation et garder leurs gens à domicile. Ma question, vous êtes-vous intéressé à ce qui se fait au Japon pour voir, y a-t-il des bonnes pratiques qu'on pourrait partager avec eux autres, et puisque c'est quelque chose qui pourrait être apporté ici au Québec? Oui, évidemment, on a des liens avec les gens qui sont des champions dans le domaine des gérontechnologies. On s'intéresse aussi à la Corée. La Corée aussi est très forte dans ce domaine-là et on a beaucoup de liens avec eux. Le Japon fait des choses extrêmement intéressantes, pas juste en gérontechnologie d'ailleurs, mais aussi dans le domaine de cette espèce de jonction entre l'art, par exemple, et je sais que vous avez, Madame Blais, des intérêts pour ce type de questions, mais entre l'art et les personnes âgées. Donc, on parlait tout à l'heure d'amener les personnes âgées dans les musées. Moi, j'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du programme de musée qui a été implémenté, par exemple, au Japon, en Australie, à New York, où on amène les personnes âgées dans les musées. Donc, c'est pas la gérontechnologie, mais tout ça pour dire que le Japon a effectivement des modèles extrêmement novateurs dont on s'inspire absolument. Et oui, mais par contre, il faut toujours adapter à la réalité culturelle des milieux. Hein. C'est sûr que quand on va examiner des modèles d'organisation dans des sociétés qui sont si différentes de la nôtre que le Japon, il faut comme un peu ajuster en fonction de la réalité de notre propre milieu. Monsieur le député Jean Talon. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Actuellement, ce que l'on voit, maintenir une personne avec une incapacité physique à domicile, souvent il y a des adaptations, on peut donner plus de services. Ce qui semble être le plus difficile à maintenir à domicile, c'est les troubles cognitifs. Donc, les troubles cognitifs importants. Et je voyais récemment, là, dans nos CHSLD, il y a une bonne partie de nos gens qui sont admis en CHSLD pour des problèmes de troubles cognitifs. Vous avez dit tantôt qu'on peut travailler, mais il arrive à un moment donné que ça devient difficile de les garder à domicile. Notre organisation des services pour les personnes âgées, est-ce que vous croyez qu'à un moment donné, on va être capable de diminuer de façon extrêmement importante l'utilisation des CHSLD, ou encore on peut penser qu'on va continuer à avoir besoin de CHSLD pour cette clientèle-là, ou encore des maisons adaptées à leurs conditions, on parle de carpe diem, également au niveau des ressources intermédiaires et le maintien à domicile. Nous, ce qu'on observe en tout cas, c'est que notre clientèle, on voit vraiment un accroissement des problèmes cognitifs. Donc, ce qu'on pense, c'est que on va pas pouvoir, il y a un incompressible, si on veut. Si on veut que, étant donné la façon dont le système est organisé actuellement, je pense pas qu'on n'aura plus besoin des CHSLD. Il y aura toujours besoin, quand les gens sont très, très atteints, et ils ont besoin d'avoir un encadrement, une
structure qui permet de répondre à des besoins importants. Je pense que ce qu'on souhaite, et ce que je comprends, c'est repousser le moment où ces gens-là vont arriver justement au point où, à un seuil au-delà duquel ils peuvent plus rester à domicile, ou au-delà duquel les choses commencent à devenir à risque pour la famille, pour le proche aidant, pour la personne elle-même. Il y a deux éléments, moi, je dirais. D'une part, je pense qu'on devrait essayer de faire en sorte que ce moment où je pense qu'il y a des façons des programmes, des façons de prévenir l'accroissement des difficultés cognitives. Donc, on parlait des programmes de stimulation cognitive, on parle de l'activité physique. Vous savez que l'activité physique a un effet favorable sur le cerveau, pas juste sur le cœur, pas juste sur le système musculaire, mais aussi sur le cerveau. On sait qu'il y a un certain nombre de programmes de stimulation cognitive ou plus globaux qui vont diminuer le déclin cognitif. Je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là. Donc ça, ce sont des programmes qui vont faire en sorte que le déclin cognitif va être moins important. Donc on se dit peut-être que ça peut être une avenue assez intéressante. Et puis, par ailleurs, il y a les programmes qui vont faire en sorte qu'on reconnaît qu'il y a des déclins cognitifs, puis on essaie de structurer l'environnement pour que, malgré ces problèmes cognitifs, il y a les technologies ou il y a des systèmes d'aide qui font en sorte que la personne peut rester à domicile malgré qu'il y a des problèmes cognitifs. Donc, c'est pour ça que je parlais, oui, c'est vrai qu'il faut donner de l'aide au niveau des soins quand les personnes sont en perte d'autonomie, mais on pourrait aussi avoir une approche préventive. Il ne faut pas penser que ces problèmes sont nécessairement qu'on ne peut rien y faire. Parce que je pense qu'un des problèmes avec les personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer, c'est que les gens ont l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Je suis député Jean Talon. Anecdotiquement, je pense aujourd'hui, il est sorti une revue, Maclean, The Brain, puis de l'avant-dernier article, il interroge les spécialistes, dont Dr Quirion puis Dr Serge Gauthier. Puis on leur pose la question qu'est-ce qu'ils devraient faire. Puis il y a deux thèmes qui revenaient, la stimulation au niveau intellectuel. Puis ça, il faut le dire aux gens, même si les gens sont atteints de cette maladie-là, il faut stimuler au niveau intellectuel et également l'activité physique. Bon, Dr Gauthier rajoutait un verre de vin rouge, comme ça c'est correct aussi. Mais je pense qu'il faut encourager nos gens. Puis quand les gens sont malades, on a l'impression qu'ils vont se détériorer, mais il y a moyen de ralentir cette détérioration. Je pense que c'est ça l'objet pour qu'on travaille tous ensemble. Qui, en passant, les principes que vous dites, on y croit tous, puis on veut ça dans notre réseau de la santé. La seule question qu'il faut se poser, c'est comment on va le faire. Parce que l'assurance autonomie est le véhicule. L'assurance autonomie, en passant, les principes que vous avez dit, c'est ce qu'on croit. L'assurance autonomie, il y a un autre volet qui est le volet financement, qui est un autre enjeu. Ça, c'est un autre enjeu qui est différent. La recherche, on y croit également parce que le Québec, on est vraiment dans les meilleurs, d'après moi, au monde et on veut continuer à se maintenir dans les meilleurs au monde. Il faut investir de l'argent. Il y a l'organisation des services. Puis ça, vous êtes quand même au Québec depuis plusieurs années que vous pratiquez ici au Québec. Vous avez dû voir une transformation au cours des 7-8 dernières années. Il ne me semble pas que c'est, comme moi je l'ai vu comme clinicien, il me semble que ça a évolué, entre autres nos modèles d'organisation de services, de prise en charge de ces gens. Je vais vous donner un exemple. Si on détecte, notre infirmière GMF va faire un test de dépistage au niveau de la mémoire. Si on voit qu'il y a des problématiques, on va les référer au centre de gériatrie où ils vont être pris en charge par une équipe. Je pense que c'est ça que vous préconisez actuellement, également. Mais ça, actuellement, au Québec, en tout cas, on a accès à ça pour la majorité des patients. Dr Belleville. Tout à fait. Et puis, je voulais aussi souligner, vous parliez tout à l'heure de comment nous allons pouvoir supporter ça, par exemple les programmes de stimulation cognitive. Je pense et c'est là que je dis qu'il faut être peut-être innovant. Je suis d'accord qu'il faut peut-être pas qu'on mette il faut penser, il faut être rationnel, il faut penser à combien ça va coûter, mais je pense qu'il y a possibilité de faire des liens avec les centres communautaires, stimuler le bénévolat, etc. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut que ce soit, entre guillemets, coordonné. Il faut qu'il y ait une volonté. Il faut qu'on puisse dire, voilà un panier ou une possibilité ou un menu ou peu importe, je pense et ça, il faudra que ce soit intégré dans le plan que mettra en place ces personnes, que mettra en place les intervenants.
Madame députée de Saint-Henri-Saint-Henri, il vous reste 2 minutes et demie. Oui, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, ça me fait penser à Saint-Hubert, un endroit que j'ai visité. J'oublie le mot précis, mais il y avait art thérapeutique, où on va chercher les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer à la maison. C'est un centre de jour, et là, les gens coupent des carottes, des pommes de terre, ils font toutes sortes d'activités. Et si on pouvait développer davantage, je le sais qu'à la Société Alzheimer de Montréal, on le fait à certains endroits, mais si on pouvait développer davantage des endroits similaires qui font en sorte qu'on va cueillir la personne à domicile, ça permet aux proches aidants de pouvoir poursuivre ses activités quotidiennes. Et cette personne-là, ça retarde un peu l'évolution de la maladie et ça retarderait conséquemment le transfert de la personne dans un centre d'hébergement de soins de longue durée. Alors, s'il y en avait davantage, ça pourrait faire partie aussi du plan de cette assurance autonomie qui ça me semble évident, là. Vous êtes d'accord avec ça? Et puis, je voulais aussi revenir à la question de l'individualisation. Dans cette étude dont je vous parlais tout à l'heure, qui a eu lieu à Bordeaux, ce qu'ils ont fait, c'est faire, parce qu'on parle d'individualisation au niveau d'ISO-SMAF, au niveau des besoins, de façon plus générale, mais on peut faire aussi au niveau des activités de loisirs. Parce que ce qu'on a observé, par exemple, au niveau des troubles comportementaux de la démence, quand on offre des activités de loisirs qui plaisaient à la personne avant, on observe une réduction des symptômes qui sont bien plus importants que quand on impose une activité de loisir que c'est celle qu'on offre à tous les patients. Donc c'est intéressant parce que je pense que même dans des choses qui paraissent soft là, et je pense que ce ne l'est pas, comme le loisir, il faut aussi avoir une approche qui est individualisée, qui est clinique en un sens, parce qu'il faut considérer que l'activité de loisir a un effet clinique. Elle a un effet au niveau de la stimulation cognitive, au niveau de l'isolement social. Ça a aussi parfois un effet au niveau de l'activité physique parce que la personne se bouge et donc je pense qu'il faut réfléchir aussi à l'individualisation de ces activités-là. Ça peut être tout à fait intéressant en fait. Et on peut peut-être avoir des effets très différents selon qu'on individualise ou qu'on n'individualise pas l'activité de loisir. Pour le deuxième groupe d'opposition, Madame députée de Arthabaska. Moi, je ne suis pas une chercheuse ni une spécialiste du domaine, mais j'ai des observations. Je peux vous parler de ce que j'ai vu. Bon, je vais vous parler de la maison Carpe Diem, puis je vais vous parler aussi de Victoriaville, la région de l'Érable-Arthabaska, dans leurs expériences. Si on regarde la maison Carpe Diem, Nicole Poirier, c'était une jeune fille qui avait décidé d'acheter le presbytère puis de recevoir des aînés chez elle, qui de façon intuitive, puis avec du travail, puis avec des études, a développé une approche humaine et qui a été validée par la recherche. On est allé évaluer qu'est-ce qu'elle faisait, le rendre plus scientifique, puis l'évaluer, puis les buts et les effets, si je me trompe pas. Elle a eu ses lettres de noblesse par les scientifiques. Maintenant, Victoriaville et l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska a aussi développé une approche parce que ce sont les médecins qui ont décidé de se doter de bons soins pour garder les personnes à domicile, de soins palliatifs, puis ils ont des très bons résultats pour les personnes qui peuvent mourir à domicile, comme elles le souhaitent. Mais ils ont aussi travaillé avec les chercheurs pour valider leurs approches puis pour les améliorer. Mon problème, c'est que, je sais que vous êtes intéressés à travailler de plus en plus avec le milieu puis de sortir de votre laboratoire. Je mets ça entre guillemets. Mais, comme me disait Nicole Poirier, je suis bien fatiguée de recevoir chercheur après chercheur, ministre de la Santé après ministre de la Santé, puis que mon modèle soit recopié en Guadeloupe ou en France, mais pas ici. Il manque la validation des politiciens, je pense, à ces bonnes pratiques-là. Et c'est un commentaire, je vais passer un message. Milieu pour le passé. Oui, c'est un forum politique. On est un triangle, les chercheurs, le milieu qui dispense les soins et
la lutte un petit peu à l'immobilisme qu'on doit faire, nous, les politiciens, parce qu'on sort toujours on faisait ça comme ça, il faudrait continuer, puis la lutte à la machine qui est lourde. Le constatez-vous? Moi, je dirais, c'est intéressant parce que quand j'ai travaillé, il y a quelques années, j'ai voulu augmenter le transfert de connaissances des résultats de la recherche. Et j'ai fait un modèle du transfert de connaissances avec la recherche au centre. Puis j'ai mis, qui tourne autour de la recherche, il y a le citoyen, il y a le clinicien ou le professionnel, puis il y a le décideur. Puis ce que je réalise, c'est que les chercheurs commencent par parler aux cliniciens, parce qu'ils sont plus proches, puis souvent, il y a des cliniciens qui ont été chercheurs ou vice-versa. Puis là, ils commencent à parler un petit peu aux citoyens aussi. Donc, ils vont dans les résidences, ils font des conférences, grand public, etc. Mais aller parler aux décideurs, c'est pas évident. Venir ici, là, pour un chercheur, c'est pas évident. Préparer un mémoire, c'est pas évident. On n'a pas été formé pour ça, je le disais tout à l'heure. Mais je pense que c'est une étape extrêmement importante. Comment vous, comme décideur, vous allez prendre les meilleures décisions? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir motivé et poussé à changer les choses? Je pense qu'il faut que les chercheurs apprennent à vous parler. Moi, ça fait le tour de ce que je voulais vous entendre dire. Madame la députée de Gouin pour une bloc de 4 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. C'est intéressant vraiment de vous entendre. D'abord, vous créez l'harmonie ici dans cette pièce, c'est formidable. Et puis, deuxièmement, moi, j'apprends beaucoup en vous écoutant. Puis, troisièmement, il y a une petite capsule d'optimisme dans ce que vous amenez. Mais ça ne m'empêchera pas de vous soulever quand même une couple d'inquiétudes que j'ai en vous écoutant. Vous dites, il y a des conditions qui entraînent parfois l'institutionnalisation des personnes. Bon, il y a tout le côté des pertes cognitives, puis il y a aussi des personnes très âgées. Vous avez raison de dire que quand on parle des gens qui ont entre 65 et 80 ans, et puis des gens qui maintenant, puis il y en a beaucoup, ont plus de 80 ans, on parle un petit peu de 2 générations, c'est vrai. Donc, vous parlez des conditions qui le précipitent, puis vous parlez du fardeau perçu par les proches aidantes. Mais, en tout cas, par expérience, puis pour avoir jasé avec pas mal de monde, il y a un vrai fardeau. Il y a peut-être des fardeaux perçus, mais il y a des vrais fardeaux. Moi, j'ai une petite crainte. C'est qu'à force de vouloir, et c'est correct, là, maintenir les gens à domicile, y compris des gens très âgés, y compris des gens qui ont peut-être certaines pertes cognitives, sur qui on va vraiment compter pour s'en occuper? J'ai beaucoup de misère à croire que subitement l'État ou même des entreprises d'aide domestique vont faire du 7 jours sur 7, 24 heures par jour chez les gens. En fait, je n'en crois rien. Donc, forcément, c'est la famille, ce sont les enfants, une sœur aussi âgée quasiment que la personne. Et là, moi, ma crainte, c'est, mais à quel prix, finalement, allons-nous vouloir à tout prix laisser des personnes chez elles, puis parmi ces personnes, des gens assez seuls, des gens qui vivent dans la pauvreté, dans des logements pas toujours décents, franchement. Donc, comment vous voyez ça et comment voyez-vous là-dedans, jusqu'où vous recommandez-vous qu'on aille dans le rôle qu'on accorde aux proches aidantes? Où est-ce que ça commence, mais surtout, où est-ce que ça doit finir? Dr. Belleville. Oui, le terme perçu a l'air un peu péjoratif, mais c'est parce que c'est vrai que le fardeau qu'on peut avoir est très... ce qu'on peut supporter varie considérablement d'une personne à une autre. Et puis, je pense que ça aussi, ça doit être respecté. Ce qu'une personne accepte de faire et se sent capable de faire, une autre personne se sentira pas capable de le faire. Fait que quand on dit perçu, c'est qu'on reconnaît aussi que la subjectivité de la personne est importante. Puis quand quelque part, s'il n'y a pas quelqu'un qui va mesurer de façon objective le fardeau, ça va toujours être une question subjective. Et ça doit rester comme ça. Pour moi, c'est important. Je suis psychologue. Pour moi, la subjectivité, elle est essentielle. Donc, c'est pour ça que souvent on va utiliser ce terme-là. Même si c'est clair qu'il y a un fardeau, puis il est objectif, le fardeau. Mais comme il est, en fin de compte, très
très subjectif en fonction de la capacité qu'on a à l'assumer. Donc, et par ailleurs, par rapport à jusqu'où on va aller, ben, écoutez, moi, je pense que nous, comme institution, on ne croit pas que les gens vont rester à domicile tout le temps, puis que les soins de longue durée en institution vont disparaître de la carte, là. C'est évident. En tout cas, pas avant bien longtemps. Ça va rester une composante très importante. Puis il va falloir être sûr que les gens ne se sentent pas coupables quand ils prennent la décision d'aller en institution. Ce qu'on voit souvent les proches aidants, moi j'ai beaucoup travaillé aussi avec des proches aidants, elles nous parlent beaucoup du sentiment de culpabilité qu'elles ont eu quand est venu le moment de prendre la décision d'institutionnaliser un proche. Donc il ne faut pas non plus tomber là-dedans, ça c'est clair. Malheureusement, le temps s'est écoulé. Dr. Belleville, merci d'être ici avec nous et partager votre expertise avec nous. On apprécie beaucoup. Collègues, compte tenu de l'heure, la Commission adjourne ses travaux jusqu'à jeudi, le 7 novembre 2013, après les affaires courantes, afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le livre blanc sur création d'une assurance d'autonomie intitulé « L'autonomie pour tous ». Bonne soirée, collègues.